Vendredi 15 décembre 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, un jour de la cérémonie d'investiture, la quasi-totalité des présidents, chefs d'État, ainsi que les envoyés spéciaux des pays et organisations partenaires de Madagascar sont déjà arrivés pour honorer le président Andry Rajoelina dans le cadre de son investiture afin qu'il puisse diriger à nouveau Madagascar pour les 5 prochaines années. En plus des présidents, les dirigeants de différentes organisations en Afrique, comme celle de l'Union africaine, de la Banque africaine de développement et aussi du COMESA et de la SADC sont également venus à Madagascar. Reportage de Mervoula Tsferen et Braz Delilsan. 4 présidents sont arrivés à Madagascar aujourd'hui 15 décembre, quelques heures avant la cérémonie d'investiture de demain. Parmi ceux qui sont arrivés cet après-midi à l'aéroport international d'Ivat figure le président des Comores, qui est également président par intérim de l'Union africaine, Azali Assoumani. Le Premier ministre malagasy, la ministre des Affaires étrangères et le ministre du Tourisme l'ont accueilli à son arrivée. Le deuxième président étranger à venir aujourd'hui à Madagascar est le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko. Le président du Mozambique, Filipe Nyusi, fait également partie de ceux déjà arrivés. Le président de l'Angola, João Lourenço, qui est également président de la SADC, est attendu ce soir. Il convient de rappeler que le président mauricien fait partie des présidents déjà arrivés hier à Madagascar. Le président de la Banque africaine de développement, ou BAD, est également arrivé cet après-midi. Il a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre, la ministre des Affaires étrangères et la ministre de l'Économie et des Finances. Le secrétaire général adjoint du COMESA, Dave Amman, n'arrivera que demain. Parmi ceux qui ont atterri à l'aéroport international d'Ivat cet après-midi figure également le Premier ministre tanzanien qui a été accueilli par le Premier ministre, la ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, et le Premier ministre rwandais qui a été accueilli par le Premier ministre, la ministre des Affaires étrangères et le ministre des Transports. Et ce soir, le vice-président séchellois arrivera dans le pays. Le président du Parlement marocain est venu pour représenter le roi Mohamed VI. En outre, cet après-midi, des présidents et chefs d'État, ainsi que divers responsables d'organisations internationales, sont également arrivés, tels que des représentants de la Guinée équatoriale, de l'Inde, d'Israël, de la Belgique et du Zimbabwe. L'engagement de ces invités de l'étranger a une grande importance dans le domaine des relations internationales et de la géopolitique. Leur venue met également Madagascar à sa place dans l'océan Indien et sur l'ensemble du continent africain, dans diverses organisations telles que la COI, l'Union africaine, la SADC et le COMESA, ainsi que la BAD. Page politique pour continuer, tout va bien au sein de l'Assemblée nationale et tous les travaux sont terminés, a confirmé aujourd'hui le vice-président de l'Assemblée nationale, Nev Raoudine. L'Assemblée nationale, le palais de la démocratie, qui est toujours respecté malgré les divergences d'opinion. Néanmoins, le groupe parlementaire IRD y est toujours majoritaire et les députés IRD suivent toujours les instructions du bureau politique MAPAR et TGV, a indiqué le vice-président de l'Assemblée nationale, Mervoula Tsferen et Braz Delilsan. La dissolution de l'Assemblée nationale est inenvisageable, a déclaré aujourd'hui le vice-président de cette institution, Nev Raoudine. Les députés ont pleinement rempli leurs fonctions, selon toujours sa déclaration. Le groupe parlementaire IRD reste majoritaire à l'Assemblée nationale et ses députés suivent toujours les instructions du bureau politique, TGV et MAPAR. Les divergences politiques ne constituent pas un obstacle, a déclaré le vice-président de l'Assemblée nationale. Cette institution est le palais de la démocratie, et même s'il existe des divergences d'opinion, la démocratie prévaut toujours. L'opinion de la majorité est respectée. Les valeurs malagasy y prévalent également, notamment le respect des plus âgés, souligne Nev Raoudine. Rien que cette semaine, jusqu'à 5 projets de loi ont été examinés par les parlementaires. De plus, il est constaté que l'assiduité des députés est revenue, comme auparavant, a déclaré le vice-président de l'Assemblée nationale. Ce dernier a également indiqué que les membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale parlent toujours d'une même voix.
L'association ANEFA ou Association nationale des enseignants fonctionnaires EFRAM en activité a affirmé sa volonté de poursuivre sa coopération avec le président Ange Radzouel pour les 5 prochaines années, notamment pour la réalisation du Vélrin numéro 4, Éducation pour tous, selon une déclaration faite aujourd'hui. Les enseignants ont bénéficié de nombreux avantages au cours du premier mandat du président Ange Radzouel, notamment à travers la construction de nombreuses infrastructures et leur recrutement au sein du corps des fonctionnaires. L'association ANEF souhaite la poursuite de l'amélioration du monde de l'éducation, selon toujours sa déclaration. Dans un tout autre sujet, environ 50 000 tonnes de thon transitent chaque année dans les zones maritimes malagasy. La moitié, soit 25 000 tonnes, est pêchée et seulement 5 des 39 bateaux impliqués dans la pêche de thon sont des bateaux malagasy qui disposent notamment de licences pour pouvoir effectuer formellement ce métier. Ainsi, le ministère de la Pêche et de l'économie bleue a fixé comme objectif d'aider les malagasy en leur fournissant des matériels et en facilitant les démarches administratives afin qu'ils puissent profiter davantage de la pêche thonière pour le développement de l'économie de Madagascar. Reportage. La pêche thonière joue un rôle important dans le développement de l'économie malagasy. En effet, ce secteur a généré environ 3,5 milliards d'ariary pour le trésor public jusqu'à présent, une somme en constante croissance, selon les explications du ministre de la Pêche et de l'économie bleue. Environ 50 000 tonnes de thon transitent chaque année dans les zones maritimes de Madagascar. La moitié, soit 25 000 tonnes, est pêchée. Par ailleurs, 39 bateaux œuvrent dans la pêche thonière à Madagascar et seulement 5 sont des bateaux malagasy, c'est-à-dire qu'ils disposent d'une licence pour pouvoir pratiquer la pêche au thon. Ce nombre est encore faible et le manque d'équipement s'y ajoute également. L'objectif du ministère est donc d'encourager les malagasy à participer davantage à la pêche en leur fournissant des bateaux motorisés avec des équipements de protection. En effet, la pêche nécessite plus de compétences et un bateau plus solide. Afin d'améliorer ce secteur et de pouvoir fournir des informations détaillées sur la pêche au thon, le ministère de la Pêche et de l'économie bleue a organisé un atelier de 2 jours, ce jeudi 14 et vendredi 15 décembre, avec les partenaires et les acteurs de la filière pêche. La situation et la politique de protection de la vie marine dans l'océan Indien et des conditions pour les navires de pêche étrangers ont été parmi les sujets importants abordés lors de cet atelier. Par ailleurs, le ministre de tutelle a indiqué que l'économie bleue représente 22 à 25% du PIB de Madagascar et le but est de l'augmenter à 40% d'ici 2030. En tourisme, la saison pour cette année 2023 a été bonne, déclarent ceux qui travaillent dans le domaine du tourisme dans la région Alochamangour. En effet, le nombre de touristes venus visiter cette localité a doublé cette année. Par ailleurs, de nombreux opérateurs touristiques ont également accédé au secteur formel, assurant ainsi la promotion du secteur à Madagascar. Reportage de Mfadjesen Mireille. Pour les parcs nationaux d'Analmazouch et d'Andaspé Matandi, dans la région Alochamangour, 29 000 touristes ont visité ces sites touristiques jusqu'au mois de novembre de cette année. Ce nombre a doublé par rapport au nombre de touristes de l'année précédente, selon la déclaration des opérateurs touristiques locaux. Et il se rapproche du nombre de touristes venus visiter ces parcs en 2019, une année faste pour Madagascar. Certains touristes réservent déjà des hôtels pour l'année 2024, selon toujours les acteurs touristiques locaux. Pour la région Alochamangour, 6 hôtels viennent d'ouvrir cette année. Ainsi, il est espéré que le secteur du tourisme va se relever progressivement après les crises que le pays a traversées. De plus, la stratégie mise en place par le ministère du Tourisme pour augmenter le nombre de touristes à Madagascar aide grandement les opérateurs touristiques. Parmi ces stratégies, l'augmentation des offres touristiques ainsi que la formation de tous les acteurs. Pour rappel, l'objectif du ministère du Tourisme est d'atteindre 1 million de touristes d'ici 2028. Pour y parvenir, diverses stratégies ont été adoptées, entre autres l'élaboration d'un nouveau code du tourisme mettant l'accent sur le tourisme durable, l'élaboration d'un guide de bonne pratique à l'intention des touristes et la promotion de la création d'emplois et des investissements respectueux de l'environnement.
L'Académie des douanes sera implantée sur le terrain attribué au ministère de la Défense nationale à Touamassn. Une école de l'état-major sera également créée à Mpaïbé. Ces projets seront effectués dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Défense nationale et la douane, dont l'accord a été signé hier à Mpaïbé. Reportage de Ruth Christelle Hakout-Malal. Le ministère de la Défense nationale et la douane travaillent ensemble pour établir la paix et la sécurité. Dans le cadre de cette coopération, seront effectuées la construction de l'Académie des douanes sur le terrain attribué au ministère de la Défense nationale à Touamassn et la construction de l'école de l'état-major à Mpaïbé Antananarivo. Cette école de l'état-major qui satisfera toutes les normes en la matière. Ainsi, elle aura une bibliothèque, une scène, des toilettes, une salle à manger, un dortoir et un gymnase au sein de laquelle les élèves pourront s'exercer à la lutte, explique le ministre de la Défense nationale, le général Rakutorazon Nadzuswa. Pour l'Académie des douanes, qui sera installée à Touamassn, il s'agit d'une infrastructure qui permettra aux agents des douanes de se former durant une longue durée, mais également de recevoir des stagiaires issus de la région de l'Afrique de l'Est et du Sud, explique le directeur général de la douane, Lankanazavana Ernest. À titre de rappel, la construction de ces écoles a été approuvée lors du Conseil des ministres tenu le 24 octobre dernier. Actualité sportive pour clôturer la saison 2023, le club ABMI ou Amical Bouliste Manjsou Ivat organise un tournoi dénommé Grand Open ABMI à la mémoire du général Taïj Jajivmanen, décédé il y a un an de cela. Il avait été un joueur et un technicien au sein de ce club. Ce tournoi aura lieu les 23 et 24 décembre prochains. La compétition est le seul moyen d'améliorer les compétences des joueurs en vue d'affronter les compétitions internationales et c'est également une des raisons pour lesquelles le club ABMI a organisé ce Grand Open ABMI. Reportage sur les images de Inter Ratanaville. Les amateurs de pétanque se donneront rendez-vous au Boulodrome Para Ivat les 23 et 24 décembre dans le cadre du tournoi Grand Open ABMI. Une compétition à la mémoire du général Taïj Jajivmanen, qui était joueur et technicien au sein de ce club et décédé l'année dernière. Les joueurs seniors, vétérans et juniors, catégories hommes et dames, peuvent y participer. Seulement, elle se fait en doublette. Ce tournoi Grand Open ABMI organisé par ce club s'inscrit également dans le cadre de la clôture de la saison 2023 pour l'Amical Bouliste Manjsou Ivat. Il s'inscrit également dans le calendrier de la fédération pour la saison 2023. Le club et la famille réaliseront lors de cette compétition le slogan du général Taïj Jajivmanen, Utuizanai Jati. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, ce dimanche, les Serbes sont appelés aux urnes pour élire les 250 députés aux élections législatives anticipées. Le résultat est incertain entre l'omniprésent parti du président Aleksandar Vučić et une coalition d'opposition pro-européenne. De nombreux activistes se mobilisent. Ils considèrent que la démocratie serbe est de plus en plus en danger. Reportage sur les images de France 24. Le vote est une lutte. C'est l'un des slogans d'un groupe d'étudiants serbes utilisé pour inciter les électeurs à voter le 17 décembre. Avec 5 scrutins anticipés en 11 ans, des médias majoritairement aux ordres du pouvoir, les électeurs sont démotivés. Ces activistes veulent les remobiliser. Et donc, posez-vous la question, est-ce que cette aide juste avant les fêtes est un cadeau ou quelque chose d'autre? De nombreuses actions sont destinées aux réseaux sociaux, comme cette protestation. Le gouvernement a décidé d'offrir 8 € à tous les étudiants. Mais les militants dénoncent cette prime comme une tentative d'achat de voix. Nous collons ces autocollants pour que les gens sachent que chaque voix est importante et qu'il est important d'aller voter. Des intellectuels eux aussi accusent le pouvoir d'exercer des pressions sur le scrutin. Ils tiennent des tribunes partout en province pour mobiliser les électeurs, comme ce soir dans le centre de la Serbie. Mais ils se plaignent d'être privés de salles. Nous avons eu plusieurs cas où le propriétaire du café que nous avions loué a été inspecté ensuite par l'administration, qui a même tenté de fermer son établissement. Et tout cela parce qu'il avait laissé des gens qui pensent librement s'exprimer dans la salle. Leur mouvement Proglass rassemble les foules à chacune de ces apparitions.
La pétition des intellectuels contre l'abstention a déjà été signée par plus de 160 000 personnes, dans un pays qui compte à peine 6,5 millions d'habitants. J'ai signé la pétition. C'est une forme de lutte contre ce gouvernement, contre ce régime mafieux. Il est très important que 70% des électeurs aillent voter. Regardez, 70% c'était la participation en Pologne et ils ont réussi à changer leur régime. Le gouvernement sortant n'hésite pas à accuser ses activistes de préparer le chaos au lendemain du scrutin. En face, le parti présidentiel mène une campagne grandiose. Le président serbe Aleksandar Vučić a fixé un objectif très clair à ses troupes, obtenir la majorité absolue. Ensuite, l'armée israélienne a connu sa journée la plus meurtrière mercredi 12 décembre. Elle affirme avoir perdu 10 de ses soldats durant des combats dans le nord de l'enclave. Pourtant, l'offensive se poursuit toujours. France 24. Au son de tirs nourris, ces soldats israéliens courent au milieu des ruines et attaquent les bâtiments, selon eux, occupés par le Hamas. L'armée a connu mardi sa journée la plus meurtrière. 10 membres de cette brigade sont morts dans une embuscade, portant le total à plus d'une centaine de soldats tués depuis le début du conflit. Mais en diffusant ces images, l'armée affirme aussi que ses troupes progressent à travers la bande de Gaza, assiégée. De Gazaville au nord, en passant par Jabalia au centre, jusqu'à Khan Younes au sud, devenu l'épicentre des combats, les mêmes scènes de destruction et de désolation. Plus de 18 000 personnes seraient mortes dans la bande de Gaza, selon les chiffres du Hamas. Mardi, l'Assemblée générale de l'ONU a réclamé un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans l'enclave palestinienne, une résolution votée à la majorité, mais non contraignante. Ces Gazaouis doutent qu'elle puisse améliorer leur situation, qui devient chaque jour un peu plus catastrophique. Israël l'ignorera. Israël ne respecte pas les lois internationales et ne respecte personne. C'est son intérêt qui prime. Dans la pratique, seul le peuple palestinien et la résistance palestinienne peuvent faire pression sur Israël. En dehors de ça, personne ne peut faire pression sur eux, même pas les États-Unis. L'ONU alerte sur les risques de famine et de propagation de maladies dans ces camps surpeuplés. Dans la bande de Gaza, 85% des 2,4 millions d'habitants ont été déplacés. 6 ans après son enlèvement, un adolescent originaire de Manchester, au Royaume-Uni, a été retrouvé en France, dans la petite ville de Revel, en Haute-Garonne. Alex Batty est désormais déjà âgé de 17 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années où il était introuvable? Reportage de France 24. Depuis 6 ans, son visage juvénile s'affichait au Royaume-Uni parmi ceux des enfants disparus. Alex Batty, 17 ans aujourd'hui, vient d'être retrouvé en Haute-Garonne. Hier, en pleine nuit, il marchait au bord de la route, quand ce livreur l'a fait monter en voiture. Il m'a expliqué que ça faisait 4 jours qu'il marchait, qu'il était parti d'un coin dans les montagnes, il m'a pas dit où. Et du coup, il m'a expliqué qu'il s'était fait kidnapper. J'ai tapé son nom sur Internet et du coup, j'ai eu des cases, des enquêtes sur lui. En 2017, ce garçon originaire de Manchester, alors âgé de 11 ans, partait en vacances en Espagne avec sa mère et son grand-père. Il n'en est jamais rentré. Sa grand-mère, qui est aussi sa tutrice légale, accusait les 2 adultes de l'avoir conduit dans une secte. Je ne peux pas expliquer ce que ça fait de savoir que vous pourriez ne plus jamais voir le petit-fils que vous aimez tant. Hier, avec le téléphone du livreur, Alex a tenté de la contacter. Bonjour mamie, c'est Alex. Je suis en France à Toulouse. Je t'aime, je veux rentrer. Recueilli par les gendarmes, l'adolescent affirme avoir vécu avec sa mère dans une communauté spirituelle itinérante jusqu'au week-end dernier, où il aurait décidé de s'enfuir. En attendant de rentrer au Royaume-Uni, Alex Batty a été placé sous la protection des services sociaux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.